tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, d'abord, les sommaires. L'aéroport international de Kisangani-Bangoka est désormais opérationnel. Le président de la République l'a inauguré le samedi dernier. Pimpant neuf et reconstruit selon les normes exigées, cet aéroport va certainement jouer son rôle dans la mobilité tant nationale qu'internationale. C'était aussi l'occasion de découvrir que sur les 252 aéroports que dispose la République démocratique du Congo, 38 seulement sont opérationnels, mais dans des conditions catastrophiques. Le vice-premier ministre, ministre des Transports, l'a confirmé. Nous le suivrons dans cette émission. Analyse et commentaires, c'est dans Autour de l'info. Les débats sur le changement ou la révision de la Constitution revient dans la sphère politique congolaise. Plusieurs réactions contradictoires ont été enregistrées. Certaines affirment que la Constitution actuelle est congolaise et n'est pas la petite sœur de la Constitution belge. La majorité relève beaucoup de failles qui font qu'il faut changer la Constitution. Mais dans le rang de l'opposition, tous les ténors ont sorti leur griffe. Pas question de changer ou même de réviser la Constitution. On en parle dans cette émission Autour de l'info de ce mardi. Encore une fois, mesdames, messieurs, merci de votre fidélité à votre émission Autour de l'info. Autour de l'info, deux sujets qui retiennent notre attention, mais aussi qui font l'actualité. C'est d'abord l'inauguration de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka et la problématique des aéroports en République démocratique du Congo. Nous allons en parler, en discuter, commenter, analyser dans cette émission. Et aussi la révision ou le changement de la Constitution telle que voulue par la majorité au pouvoir. Voilà les deux sujets auxquels nous allons nous atteler avec vous qui nous suivez, mais avec les invités qui sont déjà sur ce plateau. D'abord à ma droite, Ali Malé, journaliste à Kin24. Ali, bonjour. Bonjour mon très cher confrère Gustave. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et nous vous disons aussi merci, nous disons merci autour de l'information pour cette considération et la confiance. Merci pour la première fois, Crispin Longomba, journaliste. Bonjour. Bonjour, M. Gustave. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est moi qui vous remercie. Voilà, bienvenue Kaïba, journaliste à RTNC2 Développement. Bienvenue, bonjour. Bonjour Gustave. Voilà, avec vous, je crois, en cours de l'émission, le professeur Dadi Saleh va nous rejoindre. Et voilà les décors plantés pour pouvoir aborder ces deux sujets qui font l'actualité. D'abord, cette inauguration de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka le samedi dernier. Vous avez suivi, le président de la République a inauguré cet aéroport en présence de plusieurs grandes personnalités de la République démocratique du Congo, mais aussi avec des partenaires qui ont soutenu ces travaux. Voilà, je vous laisse d'abord suivre ce reportage et on revient sur ce plateau. C'est avec un immense plaisir et une profonde fierté que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment historique dans le développement de notre infrastructure aérienne. L'inauguration des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bangoka. À la suite du programme de développement local des 145 territoires, Son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, avait pris l'engagement dans sa vision de développement et de désenclavement du pays
de relier l'ensemble du territoire national, notamment par les aéroports. Ainsi, la réhabilitation des chaussées aéronautiques et du terminal passager de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka, qui a commencé en 2017 en ce qui concerne l'aérogare et 2021 s'agissant de la piste, résulte de la seule volonté du président de la République dans sa vision de doter notre pays des aéroports modernes et répondant aux normes de sécurité internationale en la matière. La piste de cet aéroport a une longueur de 3500 mètres. Il peut accueillir 4 moyens porteurs de type Boeing 767 et également 7 porteurs de type Boeing 737. Simultanément, l'aérogare peut accueillir plus de 300 passagers en 1 heure de pointe avec ses 6 guichets pour le check-in passager. Cet aéroport a pour vocation d'accueillir plus de vols internationaux. Voilà, vous avez suivi le vice-premier ministre, des Transports, Jean-Pierre Bemba, et voilà. Bienvenue, Kaïba, vous avez suivi cet extrait. Comment avez-vous accueilli aussi cette bonne nouvelle? La RDC dispose désormais d'un aéroport international qui s'ajoute aux autres. Oui, c'est une bonne nouvelle. Dans le secteur de transport, particulièrement dans le transport aérien, le ministre VPM l'a dit, il y a des problèmes. Donc, il faut travailler dessus. Le transport, c'est quelque chose de très important pour le développement. Si le transport ne marche pas, le développement aussi va boiter. Avoir un aéroport inauguré, construire un nouveau aéroport, moi je crois que c'est une bonne nouvelle qui va apporter beaucoup plus de changements sur le transport aérien et ça va permettre le désenclavement de cette province, de la RDC, pourquoi pas, puisque cet aéroport va recevoir les étrangers, va recevoir tout le monde qui viendra pour le tourisme, pour le commerce, pour les affaires, dont la RDC va gagner avec la construction de cet aéroport international. Ce n'est pas la moindre. Moi, je ne peux qu'applaudir, encourager et que le gouvernement ne puisse pas s'arrêter là. Qu'il puisse aussi construire d'autres aéroports à travers d'autres provinces de la RDC. Vraiment, je félicite et j'encourage. Surtout que nous évoluons dans les secteurs de transport. L'amélioration dans un secteur de transport routier, fluvial, terrestre ou aéroportière, moi je trouve que c'est une bonne chose. Merci, merci, bienvenue. Ali Malé, vous avez suivi le vice-premier ministre, ministre des Transports, qui a beaucoup insisté sur la volonté du président de la République en dotant le pays de cet aéroport. Et dit c'est vraiment la ferme volonté du président de la République. Votre réaction à propos? Comme l'a dit ma prédécesseur, ma consoeur, nous jetons des fleurs au gouvernement par rapport à cette réalisation. Mais il y a quelque chose, comme vous l'avez dit, qui m'a tiqué dans les discours du VPM. Il dit c'est la détermination, l'aboutissement de la volonté du chef de l'État. On n'en disconvient pas. C'est ce qui fait débat un peu. Nous sommes dans la continuité de l'État. C'est-à-dire, aujourd'hui, celui qui incarne l'État, c'est le chef de l'État, Félix Tshisekedi. C'est au nom de sa volonté que la continuité de l'État fait son parcours. Mais l'honnêteté intellectuelle doit pousser nos dirigeants dans une moindre mesure à reconnaître les réalisations des autres. Parce que c'est une initiative qui n'a pas commencé aujourd'hui. Et quelqu'un l'a même inséré dans les projets 145 territoires.
Pourtant, quand on avait initié ces projets en 2017 avec BAD, les 145 territoires n'avaient pas encore vu le jour. C'est-à-dire c'est une petite nuance qui peut témoigner de la bonne volonté dans la collaboration, dans l'environnement, dans la reconnaissance des autres. C'est-à-dire Kabila a fait sa part. Aujourd'hui, le chef de l'État Tshisekedi fait sa part, parce que s'il n'avait pas la volonté, ce travail ou ces travaux ne seraient pas arrivés là où nous sommes. Donc, il faut jeter des fleurs, mais aussi reconnaître la part, la contribution, l'apport de tout un chacun pour avoir aujourd'hui ces bijoux rénovés. Ah, d'accord. Donc, vous voulez dire que les bijoux ont commencé sous Kabila ou bien... Bien sûr, c'est un projet qui ne date pas d'aujourd'hui. Le projet a commencé avec la Banque africaine de développement en 2017. Autant qu'il y a d'autres projets... Mais si la banque n'a fait que peut-être poser la pierre et ne rien faire. Vous vous rappelez que même l'aéroport international de Ndjili, c'est depuis qu'on avait posé la pierre jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de suite. Et lorsque peut-être Tshisekedi met de la volonté, met de moyens, accepte que les travaux soient réalisés, vous pensez qu'il faut revenir pour acclamer le camp Kabila, par exemple? On ne dit pas ici qu'il faut acclamer. Je l'ai dit dès l'entame de mon intervention que c'est lui qui a permis que cet aéroport reprenne place aujourd'hui, soit à la disposition de la population, de tout le monde. C'est le chef de l'État actuel, c'est Félix Tshisekedi. Parce que s'il y avait dysfonctionnement, s'il n'y avait pas suivi, on ne serait pas arrivé là. Mais il ne faut pas oublier, il ne faut pas tout oublier. Il ne faut pas faire table rase. Non, il faut au moins à passant reconnaître, je le dis. Mais je ne vous contredis pas, mais je voulais seulement savoir, Kabila avait commencé ce travail, il avait laissé à quel niveau, et pour qu'on puisse se reconnaître, si les travaux avaient démarré et on est arrivé à un point que son pouvoir était fini et que le pouvoir actuel ait continué les travaux et jusqu'à la finition, tant mieux. Mais si c'était la pose de la pierre et puis... vous voyez ce que je veux dire? Oui, vous avez exactement raison, Gustave. Comme vous le dites, c'est exactement ce que je dis. Même si Kabila s'était limité au niveau du projet seulement, c'est déjà un apport. Parce qu'on voit, il y a d'autres projets qui changent de partenaires. On commence avec tel et on chute avec tel autre. Si le contrat n'est pas bien fignolé, n'est pas bien négocié, on risque de perdre et entamer une autre procédure avec un autre partenaire qui risquera aussi de mal jouer. Donc le chef de l'État et son gouvernement s'est engagé, se sont sacrifiés, ont suivi de près jusqu'à avoir l'aéroport de Bamboka rénové aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Autant qu'il y a d'autres infrastructures qui ont connu la participation des partenaires du gouvernement et qui soit ont réussi, soit n'ont pas réussi. Mais cette fois-là, bravo au gouvernement, bravo au chef de l'État qui a inauguré. D'accord. Crespin Longomba, d'accord avec Ali Malé? Bon, tout à fait normal. Je crois que nous avons la même façon de voir les choses. Et le plus important ici, c'est de voir que nous avons un aéroport moderne. Quelles que puissent être les personnes qui ont eu à commencer, ou ceux qui sont venus par la suite achever l'œuvre, et je crois que nous disons la même chose, et c'est notre point de vue à nous tous. Et le plus important ici, c'est aussi de comprendre, comme dit la Bible, que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Donc, on peut bien avoir voulu commencer, on peut avoir toutes les bonnes idées qu'il faut, mais s'il n'y a pas de volonté, on ne peut pas. S'il n'y a pas de moyens, on ne peut pas y arriver. Mais maintenant, là, et quand le VPM Bemba parle de la bonne foi, de la bonne volonté du chef de l'État, c'est tout à fait normal, parce que c'est avec lui que nous sommes arrivés au bout.
que nous sommes arrivés à obtenir un aéroport. D'accord. Donc on peut dire bravo à Félix-Antoine Tshisekedi et bienvenue. Oui, nous pouvons dire bravo, nous devons dire bravo, mais aussi dire au gouvernement de réhabiliter ce que les aéroports qu'on peut réhabiliter et voir aussi là, on peut pas s'arrêter seulement à l'aéroport de Kisangani. Il y a des provinces aussi qui ont... Oui, c'est ça justement la problématique. Nous avons dit, on a inauguré, on a dit bravo à Félix-Antoine Tshisekedi et son équipe. Et donc, maintenant, la problématique, c'est d'autres aéroports qui ne sont pas praticables, qui ne sont pas opérationnels. Moderne. Vous avez suivi les vice-premiers ministres des Transports parlent de 252 aéroports et 38 seulement sont opérationnels et les autres sont dans un état piteux. Je prends l'exemple de l'aéroport de Lodja ou de Lusambo. De Lodja comme de Lusambo, oui. Tous les deux. Lodja, Lusambo. Bon, ce sont les deux. Il y a Tchumbe aussi qui a un aéroport. Il y a Kole qui a une Donc le piste. Sancour à lui seul a peut-être 4 ou 5 aéroports. Oui, tout à fait. Et puis c'est une grande province, vous le savez, du point de vue de l'étendue, mais du point de vue aussi de la démographie. Donc c'est tout à fait possible qu'il y ait ce nombre de pistes. Mais ça ne suffit pas. Quand vous arrivez par exemple à Kole, cette piste est quasiment inexistante. Quand vous arrivez à Lodja, qui accueille tout le monde, qui est la porte d'entrée du Sankourou, vous n'allez pas imaginer. J'en venais tout dernièrement ici. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je vois que le chef de l'État a déjà lancé en quelque sorte l'idée de moderniser l'aéroport de Lodja qui est tout à fait délabré. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, ça va. Mais la surprise, c'est de voir que jusqu'aujourd'hui, même pas une seule pierre n'a été jetée sur l'aéroport. Et je pense que... On a vu dans les images qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, oui. Qu'il y avait l'avion qui avait atterri et les passagers étaient soit transportés au dos, soit transportés dans les chariots. Oui, c'était une réalité. Pour éviter les eaux qui ont envahi l'aéroport, la piste. Oui. C'est une réalité pour le Sankourou et pour l'aéroport de Lodja. Moi-même, en venant ici, à un moment donné, il n'avait plu. Et l'avion qui était sur place a finalement décidé de ne pas voyager le même jour parce qu'il fallait attendre que l'eau tarisse pour pouvoir évacuer. Et nous avons passé nuit là-bas tout simplement parce que les conditions n'étaient pas normales. Et nous osons espérer qu'avec cette nouvelle donne du chef de l'État, du VPM Jean-Pierre Bemba, la situation du Sankourou, par l'entremise de l'aéroport de Lodja, aura été soulagée en quelque sorte. Là, vous ne faites que les plaidoyers de Sankourou? Non, pas du tout. Vous ne faites que les plaidoyers de Sankourou parce que candidat député, candidat gouverneur, vous comprenez, donc vous êtes en train de faire le plaidoyer. Oui, c'est tout à fait normal. Mais ne vous limitez pas seulement au Sankourou, la situation catastrophique un peu partout. Madame venait de l'évoquer tout à l'heure là. Le problème, il est d'ordre général. Hein? Ce problème-là, vous allez partout, vous allez le trouver. Il n'y a pas qu'au Sankourou, il n'y a pas qu'à Ngandajika chez vous, il n'y a pas qu'ailleurs. Un peu partout, nous avons ce problème-là d'accessibilité. Or, le pays a maintenant autant de provinces, je crois bien que dans chaque province, il y ait un aéroport moderne, international, tout simplement pour pouvoir désenclaver la République
désenclaver le pays, mais aussi le relier au reste du monde pour assurer pleinement son développement. Donc il n'y a pas que le Sankuru, il n'y a pas que Ngandajika, parce que même en Mbuji-Mayi, j'en venais aussi tout dernièrement. En Mbuji-Mayi, il y a quand même des travaux qui sont en train d'être faits quelque part. J'ai appris aussi que c'est un aéroport qui devrait être modernisé. Donc nous encourageons cet esprit-là parce que ça rime avec le développement de notre pays. On ne saura pas développer le pays sans route, sans le transport. Et donc nous encourageons ce prouesse du gouvernement, du chef de l'État, et nous l'encourageons à aller plus de l'avant. Voilà. Construire, c'est bien, Gustave. Ouais. J'allais dire construire, c'est bien. Moderniser, c'est bien. Oui. Mais aussi, et surtout, l'entretenir. C'est là où ça pose problème. Il faut l'entretien régulier. Tout à fait. Pose problème. Tu peux construire pour 50 ans. L'entretien doit aussi faire 50 ans. Sinon, dans un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, vous pouvez perdre tout un investissement de milliards à cause de l'entretien qui ne marche pas. Ça ne marche pas partout. Voilà, j'annonce l'arrivée du professeur Dadi Saleh. Professeur Dadi Saleh, vous venez nous trouver en cours de l'émission déjà au premier sujet avec d'abord l'inauguration de l'aéroport international de Kisangani-Bamboka, mais aussi de cette problématique d'autres aéroports qui ne sont pas dans de bonnes conditions. Votre réaction à ce sujet? Je pense qu'on devait d'abord féliciter toute inauguration. Au moins l'œuvre est là et c'est visible. On connaît très bien Kisangani et nous pensons que c'est très utile. Qu'à cela ne tienne, comme probablement mes co-débatteurs l'ont si bien dit, la question d'infrastructure, la question des transports reste cruciale en République démocratique du Congo. Sans la liaison facile entre les provinces, le village, les communes en République démocratique du Congo, nous ne pouvons pas avoir une économie qui dépend de nous-mêmes. Déjà, il faut dire que l'aéroport c'est bien, mais là ça prend un aspect important, mais c'est encore cher. C'est vrai, les billets ont vu le prix un peu reculer il y a plus ou moins 2 ans, ça va, mais cela étant à l'intérieur de la République démocratique du Congo, les billets restent encore assez chers. C'est-à-dire, ce sont les riches qui prennent des avions. Et si vous n'êtes pas riche pour prendre l'avion, je pense que vous devez vous cotiser toute la famille pendant 2 ans, 3 ans pour juste prendre l'avion. Ce qui fait qu'on félicite, mais ça reste un transport des riches et qui n'arrange pas plus de 80% de la population congolaise par rapport au fait de se mouvoir. Et à part ce point-là, ça n'arrange pas le prix à l'intérieur du pays. Parce que exactement, vous allez bien constater que, par exemple, pour un véhicule, si ça sort de Goma, pour arriver ici, c'est pratiquement plus de 30% du prix qui augmente. Alors, même chose avec Kisangani, même chose avec Kinshasa. Donc, si vous avez plus de 30% du prix de chaque bien, si vous prenez par exemple le Makayabo, les haricots, qui sortent des Goma jusqu'ici en termes de kilos, ou bien vers Kisangani, comme c'est de ça qu'il s'agit, le minimum, franchement, ne peut pas être plus de 30%. Avec des taxes, etc., qu'il faut, et les transports à l'interne. Donc, les transports restent, comme tout le monde l'a dit, un élément crucial du développement. Donc, nous félicitons, mais il faut dire que jusque-là, ce ne sont que des gouttes. Il faut ajouter... Pas ajouter, il faut... il faut refaire. Oui, il faut refaire la politique du transport en République démocratique du Congo. Donc, c'est là où j'ai dit, je félicite. Mais en attendant, où est le plan, n'est-ce pas, pour reprendre tout le transport en République démocratique du Congo? Tout le monde connaît qu'on parle de train. J'espère que ça va se passer déjà ici à Kinshasa. Tout le monde sait effectivement que pour relier facilement la République démocratique du Congo du nord au sud, de l'est à l'ouest, il faut des trains. Et il faut des highways, des routes un peu plus rapides, et il faut des avions. On est tout à fait d'accord. S'il n'y a pas cette combinaison-là aussi du niveau fluvial, c'est-à-dire que même si on a arrangé tous les aéroports, ça ne va pas arranger vraiment l'économie de la République démocratique du Congo. Donc l'inauguration, félicitations, mais on demanderait au président de la République
parce que c'est lui qui a inauguré, n'est-ce pas, de demander au ministre des Transports et au ministre des Plans. Et c'est pourquoi je parle du ministre des Plans. Parce qu'il faut toute une planification pour refaire, ça va, avec, vous voyez un peu par exemple la route de soie pour la Chine. Ce sont des projets ambitieux. Jusque-là, nous ne voyons pas des projets ambitieux pour la République démocratique du Congo. Kisangani devait être relié par exemple à Beni, ça va, à Butembo depuis très longtemps et jusqu'à Goma. Ça serait mieux que même l'aéroport, si vous allez bien me comprendre. Ça c'est plus rentable que même l'aéroport. Parce que parfois, il faut parler aussi de la rentabilité des projets. On sait que l'aéroport de Kisangani est un aéroport international, ce qui est déjà formidable, ça aide énormément, mais à l'interne, il faut un programme combiné qui doit être mis dans au fond, qui doit être public. Parce que si vous posez des questions au ministère, c'est sûr qu'ils vont vous dire qu'il y a un plan. Mais nous ne connaissons pas ces plans-là, ce qui fait qu'on est difficile même à commenter. Ça va, et apporter des inputs pour que nous puissions avoir cette révolution des transports et résoudre au moins 30% des préoccupations économiques de la population congolaise. Allez, vous êtes d'accord avec le professeur Dadi Saleh? Oui, je suis très d'accord avec le professeur parce que jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, on l'a dit, au premier mandat du chef de l'État, les projets ont été salués. On a revu à la baisse les prix de transport, de transport, tout. Mais c'est resté un projet. 5 ans après, on n'en parle plus. Les prix ont même doublé dans certains coins, ou voire triplé. C'est-à-dire, c'est bien d'inaugurer, mais il y a tout un paquet de projets qui doivent suivre. Je vous parle d'un incident malheureux survenu à l'aéroport de Bamboka. C'est samedi-là. Les ministres en charge, les VPM en charge de l'intérieur, a été bloqué à l'aéroport après le chef de l'État. Le VPM en charge de la fonction publique a été bloqué. Le ministre d'État en charge de l'agriculture a été bloqué. C'est-à-dire... Bloqué comment? Bloqué parce qu'il n'y avait plus d'avions. Il n'y avait pas d'avion pour embarquer ces officiels. Et on a failli assister à une altercation entre les éléments de la garde républicaine qui ont bloqué un avion qui a atterri parce que selon eux, c'était destiné ou affrété pour eux. Et les membres du gouvernement ont été sacrifiés, ils ont allongé leur séjour là-bas. C'est-à-dire, on peut inaugurer, mais il faut faire plus, comme l'a dit le professeur. Il faut acheter ces avions. Si on inaugure, alors qu'il n'y a pas d'avion, c'est toujours au profit des étrangers. Parce que la plupart de ces compagnies aériennes sont gérées, sont détenues par des étrangers, les Pakistanais, les Libanais. C'est un peu ça. C'est-à-dire on doit s'approprier d'un plan qui vise le développement de ces secteurs, pas seulement au profit des étrangers, mais surtout au profit des nationaux. Tespin Longomba, d'accord avec Ali? Tout à fait d'accord, parce qu'on ne saurait avoir des pistes d'aviation, des aéroports, alors qu'il n'y a pas d'avion pour atterrir. C'est tout à fait un contraste. Donc le gouvernement doit penser à doter le pays, voudrais-je dire, d'un arsenal d'engins de transport aérien. Parce que s'il n'y a pas ça, alors c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pourquoi le Congo Airlines ne doit pas marcher? Congo Airways. Airways, plus. Yeah. Pourquoi ça ne doit pas marcher? Pourquoi on doit l'enterrer? Est-ce qu'on n'a pas de moyens? Je crois que le gouvernement, dans cette politique-là, il pourrait tenir compte de ça, doter le pays des avions et d'une compagnie aérienne fiable et bien organisée pour désenclaver non seulement les provinces, mais également désenclaver le pays par rapport au reste du monde. Voilà. Bienvenue. Moi, j'allais ajouter ceci. Le gouvernement a inauguré, a mis en place le nouveau aéroport. C'est une opportunité pour tous. Et pour les Congolais et pour les étrangers. Il faut investir. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui doit avoir des avions, mais il a présenté, il a déjà, comment on dit, donné l'opportunité à tout le monde. C'est comme la route. Quand on construit la route, c'est une industrie.
tout le monde doit venir travailler autour. Ce n'est pas seulement lui, mais il doit avoir la grande part. Et les autres aussi peuvent, Gustave peut avoir son entreprise. Hein. Chacun de nous peut en avoir. On n'a pas interdit à quelqu'un. Et donc, il a déjà disposé des outils, des espaces pour qu'on puisse utiliser. Il va le faire, améliorer le secteur de transport ensemble avec tout le monde. C'est un secteur libéral, c'est pas tout le monde, c'est pas comment on dit, c'est pas seulement l'État qui doit évoluer dans ce secteur. L'État n'a pas de monopole. Il n'a pas de monopole dans ce secteur, c'est tout le monde. Moi, je trouve que c'est... Non, continue, madame. Oui, donc c'est un secteur qui est ouvert, que tout le monde peut investir. Vous permettez? Oui. Tout à fait pour qu'on ne puisse pas faire de l'amalgame. Au fond, les grandes infrastructures, c'est-à-dire les routes, etc. J'ai compris, les transports, on peut créer des compagnies aériennes, etc. Là, c'est privatisé. Mais les grandes infrastructures, jusqu'à preuve du contraire, en République démocratique du Congo, sont du domaine macroéconomique dans ces cadres-là. C'est-à-dire, tout point macro est du domaine de l'État. C'est-à-dire, exemple, la monnaie, la construction des grandes infrastructures comme des routes, effectivement, les aéroports, exactement, même si un privé peut faire des petits travaux, mais c'est d'abord la politique nationale. La politique nationale, mais quand est-ce qu'on parle de partenariats publics-privés? Oui, parce que nous voyons ça, les Chinois, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas du tout de problème. Et c'est ça la mauvaise compréhension. Ça reste du domaine macro pour l'intérêt général, et pour effectivement être capable de résoudre ainsi d'autres problèmes, j'y arrive tout à l'heure. Mais maintenant, l'État peut collaborer avec les privés. La plupart des fois, c'est pour la construction ou bien pour une petite gestion pendant un temps. Mais jusqu'à preuve du contraire, par rapport à la loi, ça va, c'est du domaine macro. C'est-à-dire effectivement que les domaines structurels des routes, des aéroports, je ne parle pas d'une compagnie d'aviation, je ne parle pas d'une compagnie des bus, hein, effectivement, et des transports. Là, c'est privatisé. Mais l'autre domaine n'est pas privatisé, à ma connaissance. D'autres experts peuvent venir contribuer. Ce qui fait effectivement que s'il n'y a pas un plan global qui est élaboré par l'État congolais, ça peut être proposé par un privé. Il n'y a pas de problème. Mais c'est l'État congolais qui doit l'appliquer. Il y a un point très capital quand je parlais de vraies solutions. Au fond, s'il vous plaît, il ne faut pas penser qu'on n'a pas des intelligences en République démocratique du Congo. Un aéroport en soi est un point d'entrée et de sortie. Vous comprenez? N'est qu'un point d'entrée et de sortie. Là, il y a quelqu'un, par exemple, qui me dit de parler aussi de Goma, Walikale, Kisangani, effectivement, la route. Il me donne une inspiration, ce que j'étais en train de dire exactement, qui est en train de nous suivre. Hein? Merci beaucoup. Donc, c'est-à-dire exactement que l'aéroport ne sera important que quand, par exemple, pour Kisangani, vous avez des routes qui sortent de l'Ituri, ok? Des routes qui sortent des villages et qui vont amener l'essentiel à l'aéroport. Et qu'effectivement, les gens qui doivent venir à l'aéroport doivent trouver un intérêt vers l'intérieur. C'est-à-dire que quand je parle d'un plan global, ça va, j'ai mis les aéroports, j'ai même expliqué que jusque-là, même au niveau mondial, c'est quand même, les transports aériens restent les plus luxueux, ça va, c'est un peu pour les riches, on est tout à fait d'accord. Donc, ça ne peut pas marcher, les aéroports ne peuvent pas marcher et ne peuvent pas avoir un intérêt économique majeur, comme je viens de le dire, si les marchandises ne peuvent pas sortir de l'Ituri vers Kisangani à moindre coût. Vous comprenez? Parce que ce sont ces marchandises-là, ou bien les personnes. Quelqu'un qui prend par exemple son bus, son taxi, et il peut faire 1 heure de temps, il arrive à Kisangani pour maintenant prendre l'avion. Vous comprenez? Pour Kinshasa par exemple, moins cher. Mais si déjà, il doit faire 2-3 jours pour sortir de l'Ituri, dans des routes extraordinairement mauvaises, vous avez compris que ça lui coûte même l'argent plus que le billet de l'avion. Je pense que les spécialistes sont en train de me comprendre. Sans liaison de projet, c'est ce qui s'appelle un projet pour les transports, ça compte tout, avion, train, l'eau, etc. Si vous faites un projet unique pour l'aviation seulement, ça ne pourra jamais marcher. Comme je viens de vous le dire, les marchandises ne sortent que d'où? Pour venir à l'aéroport de Kinshasa. Pour que les marchandises arrivent à l'aéroport de Kinshasa, ça sort de Matadi. Ça sort d'un peu partout. Oui. Dans nos villages, ça sort de Kikwit, ça sort, etc. Ici à Kinshasa, c'est quand même bien, les routes sont assez accessibles, n'est-ce pas? Ça, c'est très bien. Mais sous d'autres cieux, par exemple, à Kisangani, à Goma, à l'aéroport de Kavumu, pour que vous ayez des marchandises là-bas, vous passez des routes impossibles. Vous passez l'eau, ça va? Ça peut venir comme ça s'est fait à Goma pour l'instant, avec l'aspect fluvial. Goma a une facilité parce que des marchandises entrent dans les bateaux.
facilement à partir de Bukavu, mais ça sort à Uvira, ça sort ailleurs. Ça vous coûte déjà ces transports-là pour arriver. C'est la raison pour laquelle Goma semble être plus développé. Il faut le dire, à cause de cette facilité de l'aéroport et de la facilité d'autres marchandises à y arriver. C'est vrai, avec la guerre, ça change un peu la donne. Hein. Et aussi, quand même, la difficulté reste la même. Pour sortir de Walikale, ça va, jusqu'à Goma, c'est une catastrophe. Donc, l'aéroport de Goma, par rapport à sa rentabilité, la rentabilité de l'aéroport de Goma diminue. J'espère que les gens vraiment m'écoutent attentivement. Ça va? Donc, l'aéroport ne sera rentable que quand les autres voies, ça va, des transports sont aussi naturellement assez ouvertes, et c'est ce qui va permettre un peu l'ensemble du transport de la République démocratique du Congo qui va se faire un peu plus facilement. L'autre exemple, par rapport au train, à Kinshasa surtout, le kilo ne pouvait pas coûter aussi cher que ce que ça coûte aujourd'hui à tous nos aéroports si les trains fonctionnaient. Parce que le gros devait partir avec les trains et avec des camions. Vous comprenez? Et les avions ne prendront que les urgences. Les urgences et l'essentiel. À ce moment-là, ça facilite un peu l'économie. Le prix par kilo baisse théoriquement et on a l'utile exactement. C'est-à-dire les personnes, les marchandises d'urgence, le fret, exactement. On est tout à fait d'accord. Mais ici, écoutez, pour que le véhicule sorte, tout passe par l'avion. Et effectivement, ça coûte maintenant trop cher, inutilement, mais c'est à cause des autres voies qui ne sont pas accessibles. Donc, d'accord avec les professeurs, il faut un plan global de transport. Oui, parce qu'il faut, quand vous descendez de l'avion, vous avez vos marchandises qui coûtent cher, il faut prendre les trains. Exact. Après les trains, vous pouvez prendre les bateaux. Exactement. Après les bateaux, vous prenez les véhicules. Tout à fait. Pour arriver, on descend de l'aéroport de Njili, vous prenez les trains jusqu'à la gare centrale, les marchandises peuvent passer, voilà. Tu prends le véhicule et puis tu arrives là où tu veux aller. Ça sera moins cher. C'est pas magicien. Ça sera plus rapide et ça sera moins coûteux même pour ceux qui vont consommer. Donc, les transports, d'une manière générale, doivent être améliorés. D'accord. Donc, Crispin Longomba, un plan global de transport public, publié, connu, comme le professeur a dit. Pas caché, hein, pas dans la bouche, hein, mais un plan connu où vous pouvez sortir, voir, voilà, quel est notre plan le premier mot, on a fait ça. Le deuxième mot, on a fait ça, il reste ça. Je sais. C'est ça au moins. Oui, mais les trains traînent toujours de Kinshasa. Parce que de toute façon, pour mieux faire, il faut programmer, il faut planifier, il faut organiser. Donc, nous pensons que ce qui vient d'être fait à Kisangani, bien sûr, c'est une goutte d'eau dans l'océan, mais c'est quand même quelque chose, et nous osons espérer que le gouvernement pourrait établir, s'il ne l'a pas, ce plan global du secteur du transport. Et à ce moment-là, on va commencer à aller petit à petit, parce que je ne pense pas qu'on ait tous les moyens possibles pour embrasser tous les travaux du coup. Et on commence quelque part, et petit à petit, on va jusqu'à l'aboutissement. Donc, ce que le professeur dit est tout simplement bon, et c'est au gouvernement d'en faire son profit et de pouvoir établir ce plan global pour que le secteur soit totalement assaini et devienne un profit pour toute la nation. Tout à fait. Voilà. Vous comprenez qu'il y a des implications sur le plan économique, et surtout sur les paniers de la ménagère. Avec tout ce qui est dit ici, je crois que les décideurs nous ont suivis et ils vont prendre des décisions. L'émission est en direct sur vos écrans. Il y a des numéros qui s'affichent. Vous avez une préoccupation, un commentaire, vous avez une question. N'hésitez pas de nous écrire. Nous allons transférer vos questions à nos invités qui vont vous répondre. Voilà, nous passons à notre deuxième sujet. C'est ce débat qui revient au galop dans la sphère politique, la révision ou les changements de la Constitution de 2011 tel que la majorité au pouvoir le veut. Nous avons enregistré autant de réactions. Je vous laisse suivre d'abord quelques réactions avant que nous puissions entrer dans le débat. Je suis l'un des rares universitaires qui a participé à l'élaboration de la Constitution du début jusqu'à la fin. Donc,
je connais les arcanes de cette constitution et les dessous de cartes. Je connais également les acteurs. Ceci dit, la Constitution est solide. Si elle n'aurait pas été solide, la révision de 2011 n'aurait été que mineure. Si elle n'aurait pas été solide, on aurait changé beaucoup de choses. Rassurez-vous que les initiateurs de la révision de 2011 regrettent aujourd'hui de l'avoir fait. Notamment lorsqu'on a supprimé le détour de l'élection présidentielle. La plupart d'entre eux souhaitent revenir à deux tours, alors qu'ils l'ont enlevé en 2011. Ce qui signifie que la Constitution est solide. Vous évoquez l'idée d'un ou d'une universitaire française que j'ai eu à rencontrer lors d'un colloque international au Bénin, et je lui ai dit qu'elle a menti. Elle a effectivement écrit un article là-dessus, elle a menti. Je ne la reconnais pas comme universitaire français qui est venu pendant que nous étions en train de discuter de la Constitution. Je ne le reconnais pas. Et lorsque je lui ai dit cette vérité, elle m'a dit qu'elle n'a jamais été à Kinshasa, mais qu'elle a eu des informations, et c'est comme ça qu'elle a pensé que notre Constitution ressemblait à bien des égards à celle française. Nous n'avons jamais été la petite sœur de la Constitution française. Beaucoup de choses dans notre Constitution ont été imitées par la France après. Notamment, en 2010, lorsque la France, 2008-2010, a modifié sa Constitution, qui fait accroître beaucoup de pouvoir entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Nous, on l'a fait en 2006. La Belgique a copié le système de la Cour constitutionnelle congolaise, parce qu'à l'époque, la Belgique n'avait que le tribunal d'arbitrage. Donc, nous ne sommes pas la petite sœur de la Constitution française. Le seul Français que je connais qui est venu pendant que les Congolais discutaient de la Constitution, c'était Pierre Mazeaud, qui à l'époque était président du Conseil constitutionnel. Dites-vous bien, il n'a jamais été constitutionnel, c'est un privatiste. Donc, s'il y a des Congolais qui estiment qu'ils ne sont pas en mesure de regarder les Français et de leur dire qu'ils ont menti, alors ça, il faut leur conseiller, leur donner la chance de pouvoir dire aux Français que cette dame-là, elle a menti. Donc, notre Constitution regorge de beaucoup de choses, par rapport à la France d'ailleurs. Quand vous regardez la manière dont nous avons organisé le contrôle de constitutionnalité par voie d'exception, c'est ce que la France a appelé par après question prioritaire de constitutionnalité. Ça n'a rien de nouveau, si ce n'est qu'un mélange entre un contrôle par voie d'action et un contrôle par voie d'exception. Donc, les Congolais doivent être fiers d'eux, et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu. Voilà, vous avez suivi Jean-Louis Essambo, qui est professeur d'université, qui est constitutionnaliste congolais. Votre réaction, Ali Malé? Je le félicite, le professeur Essambo. C'est un professeur connu de tous. La matière qu'il détient n'est pas à remettre en cause. Mais dans ces débats, la prédominance est plus politique que juridique. Parce qu'il est constitutionnaliste, autant qu'il y a d'autres constitutionnalistes qu'il a même cités, qui se battent, qui se contredisent. Aujourd'hui, les débats est relancé depuis l'annonce faite par le chef de l'État à Kisangani. Moi, je me dis, on doit quand même reconnaître certaines choses. Gustave, généralement, quand je passe sur votre plateau, je dis toujours aux gens, ne nous écoutez pas en fonction de ce que vous souhaitez entendre. Recevez ce que nous disons en fonction de l'objectivité. On peut être de gauche
Mais si l'analyse fondée vient de la droite, il faut l'admettre. Mais si vous restez fanatique, vous fermez les yeux, vous fermez les oreilles, c'est de là que viennent les dangers. J'ai dit ça pourquoi? Est-ce qu'on peut réviser une constitution? Moi, je ne suis pas juriste. Est-ce qu'on peut réviser une constitution? Oui, on peut la réviser. Mais quand est-ce qu'on peut réviser une constitution? Comment est-ce qu'on peut réviser une constitution? Pourquoi est-ce qu'on peut réviser une constitution? De quelle manière une constitution peut être révisée? C'est ça, c'est la série de questions qui attendent des réponses. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, le débat est lancé par le chef de l'État, par le pouvoir en place, pour ne pas parler du parti présidentiel. Mais personne nous dit, est-ce que nous allons changer ou nous allons réviser? S'il faut changer, c'est quoi ce que nous allons changer? S'il faut réviser, pourquoi nous devons réviser? Maintenant. Donc jusque-là, vous êtes dans l'ambiguïté. En tout cas, il y a suspense. Tantôt on parle changement, tantôt on parle révision. Or, l'initiateur, les lanceurs de débat doit donner la réponse à cette préoccupation. Il veut changer ou réviser. C'est déjà ça le problème. Le deuxième problème, c'est lequel? Alors, vous êtes d'accord pour le changement? Parce que lorsqu'on parle du changement, on prend la Constitution de 2006, révisée en 2011, oui. On la prend, on la met de côté et on présente au peuple une nouvelle Constitution. Et voilà l'idée. Vous êtes d'accord qu'on prenne la Constitution de 2006, qu'on la mette de côté, ou bien qu'on révise. Voilà. S'il faut répondre à cette question, je vais répondre par une autre question. Comme disait quelqu'un, les Kinois aiment bien répondre à des questions par des questions. Et là, les chefs de l'État, c'est une analyse que je lance. C'est une analyse que je lance. D'accord. C'est cette constitution de 2011, révisée de 2006, révisée en 2011, qui a porté le chef de l'État à la magistrature suprême. Est-ce qu'il a le droit de changer cette constitution alors qu'il est dans son deuxième mandat qui lui a été confié par la population? Parce que ça ressemblerait à un coup d'État, selon certains analystes. C'est-à-dire changer la constitution en fonction de quoi? Réviser, je l'ai dit dès l'entame, c'est prévu. Les mécanismes de la révision est prévu dans la Constitution. Il faut maintenant suivre ces mécanismes-là. Soit vous passez par l'institution présidence de la République, soit par les deux chambres ou par le référendum. Mais le mal, c'est quoi? Le mal politique congolais, c'est quoi? On lance les débats comme si on était dans un défi. J'ai lu quelqu'un sur la toile aujourd'hui qui dit « Bolinga, bolinga, toko réviser un monanko ». Donc, quand vous prenez, il ne représente pas les décideurs. Mais quand il exprime de cette manière-là ce qui paraît opportun pour lui, comment les autres reçoivent? C'est-à-dire, c'est un processus, c'est une procédure qui peut être enclenchée, mais comment le faire? Et donc, vous pensez que quand on change la Constitution, c'est un coup d'État? Qui fait coup d'État à qui? Le président lui-même s'est fait un coup d'État? Mais il s'est fait un coup d'État parce qu'il met de côté la Constitution qui lui a mis en place, non, qui mais lui a donné le lorsqu'il pouvoir. faut évoluer peut-être dans la sphère, si, ça ne veut pas dire que lorsque vous avez été élu et que vous trouvez des textes soit obsolètes, soit qui vous dérangent, qui dérangent la gestion, vous ne pouvez pas les changer pour vous permettre de bien travailler, parce que ce sont ces textes-là qui vous ont mis au pouvoir. Là, il faut, je ne sais pas si Crispin Longomba, vous êtes d'accord avec Ali Malé? Oui, je me pose alors la question de savoir, mais pourquoi changer la Constitution? Parce que moi, je voudrais plus parler de la révision que du changement. Parce que il y a un travail qui a été fait par des intelligences congolaises. Et ce travail, nous l'avons vu de 2006
à aujourd'hui, c'est tout un cycle de temps qui n'a vraiment pas posé de problème parce que nous avions eu à installer le premier mandat de Joseph Kabila, son second mandat, le premier mandat de Félix Tshisekedi. Nous sommes en son second mandat et sur base de la même constitution. Alors, pourquoi la changer? Et si on voudrait la changer? Dès lors qu'on a lancé le débat, mais on doit être complet, nous changeons parce que nous devons changer. Et nous devons changer parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est ça lancer le débat. Nous voudrions la réviser. Pourquoi réviser? Et quelles sont les dispositions devant faire l'objet de la révision constitutionnelle? Et on avance. À ce moment-là, vous donnez à tout le monde la matière, la possibilité d'examiner sur la faisabilité, d'émettre des points de vue, parce que nous sommes une république. On ne peut pas réviser la Constitution parce que tel est dit à l'époque, parce que nous voulons qu'elle soit révisée. Un groupe de gens, non. Nous devons réviser la Constitution parce que le peuple le veut pour le bien du peuple et non pour le bien d'un individu ou de quelques individus. Les débats commencent toujours dans des microcosmes politiques pour arriver au peuple. Et le peuple est souverain. Oui, Gustave. Le peuple sera consulté au référendum. Tout à fait ça. Mais on lui expose les faits oui. pour lesquels on veut changer la Constitution, si je vous ai bien suivi. Tout à fait. La Constitution a prévu des mécanismes de sa propre révision. Ouais. Et la Constitution a même indiqué, je crois, l'article 218, indique les instances ou les institutions habilitées à initier la révision constitutionnelle. Donc aujourd'hui, là, on ne reproche pas et on ne peut pas reprocher le président de la République comme institution d'avoir initié la révision de la Constitution, parce que cette même Constitution lui confère les prérogatives voulues pour pouvoir initier, c'est-à-dire proposer la révision. Alors maintenant, il faut, dès lors qu'on l'a proposé, on l'a initié, entendre les sons de cloche. Alors, les sons de cloche, bienvenue. D'accord avec Spin, avec Ali? Ou bien vous avez... Oui, je suis d'accord. Il a bien souligné, nous sommes dans la République. Si on veut faire quelque chose, il faut toujours s'appuyer sur la Constitution et s'attendre qu'il y aura... Ce sera tout le monde qui doit se réunir, les intelligences et les points de vue des autres, parce que ça ne sera pas un seul groupe, une seule personne qui va décider du changement ou de la révision de la Constitution. Moi, je suis du côté de la révision. On peut réviser. On peut réviser la Constitution et savoir qu'est-ce qu'on va réviser. D'accord. Qui vont le réviser? Quand est-ce qu'on va le réviser? Quels seront les effets après la révision? Donc on peut réviser la Constitution, mais il faut qu'il y ait les contenus. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va enlever? Et il y aura des débats partout, comme le confrère l'a dit. Et tout le monde va apporter sa pierre, puisque la Constitution, c'est pour tout le monde. Nous sommes dans la République. Il faut que chacun puisse réfléchir et apporter son appui. Chacun, là, vous parlez de 100 millions de Congolais, donc mais chacun doit... Ils seront consultés. Oui, mais par les mécanismes établis. Ils seront consultés par référendum. Mais ils seront consultés déjà avec un document. Alors, professeur Dadi Saleh, oui. Qu'est-ce qui fait peur lorsqu'on parle du changement de la Constitution? Et puis, vous avez suivi les différents opposants. Fayoulou a parlé, Katumbi a parlé. Il y a beaucoup, vous avez suivi aussi d'autres professeurs, d'autres personnalités. Il y en a qui soutiennent, mais pour l'opposition, pas question de changer la Constitution. Pas question non plus de réviser la Constitution. Qu'est-ce qui fait peur? Oui, permettez-moi de prendre 10 à 15 secondes pour le premier sujet.
rapidement. Nous aimerions demander que chaque projet d'infrastructure puisse être accompagné et publiquement par effectivement la rentabilité économique, financière et surtout la rentabilité sociale. La plupart des fois, on voit juste la rentabilité politique. Au fond, tout projet d'infrastructure, on doit démontrer nous gagnons quoi, surtout financièrement et économiquement et socialement. Je pense que c'était une parenthèse, mais très capitale, puisque parfois je vois des travaux, je me dis, ben, ok, pourquoi est-ce qu'on fait ce travail-là? C'est pour faire quoi? Pour quelle finalité? Pour juste que les gens passent à la télé, etc. ou quoi? Au fond, c'était une parenthèse, mais je pense qu'on aura le temps d'en parler. Il faut qu'on soit sérieux dans ce pays, en fin de compte. Il y a des gens qui se vantent juste parce qu'ils ont inauguré. Non, non, je vous assure, l'aéroport est rentable. Je peux vous le garantir. Je ne parle pas du tout de ça, je parle globalement, parce que c'est des milliards de dollars, ça va, qui sont jetés dans la boue sans qu'effectivement les retombées, comme je l'ai dit, du côté économique, social et financier, ne soient ressenties par la population. Parce qu'on met des gens qui, parfois, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font dans leur bureau, pourquoi ils ont des conseillers et tout le reste, je suis désolé. Je pense que c'était une parenthèse qui, j'espère, sera importante. Quant à la Constitution, j'estime personnellement que nous avons déjà... Pourquoi les gens, les opposants surtout, ont peur du changement ou de la révision constitutionnelle? Je pense que nous avons tous peur. Et vous savez que la première personne à avoir peur, c'est le président de la République. Ben, c'est lui qui a le pouvoir. Le président a annoncé. Je vais m'expliquer. Notre constitution n'est pas bonne. Je vais m'expliquer positivement. La changer. Exactement. Il n'a pas peur. Je peux vous le garantir. S'il avait peur, n'allait même pas en parler. N'allait même pas le publier, professeur. Je peux vous le... Non, avoir peur, ça ne veut... La peur, c'est un atout, une motivation. Parce qu'effectivement, c'est son pouvoir qui est en jeu. Quand il y a marche, vous pensez que le président est content? Non, il n'y a aucun président qui puisse être content quand il y a des troubles ou bien il y a tout ce qu'on voit, mais il prend le courage pour le faire. Donc c'est plutôt du côté positif. Nous avons tous peur. Si vous pensez qu'il n'a pas peur, vous vous trompez. Là, il a peur un peu des Katumbi qui risquent de les déstabiliser. Il a peur effectivement de faillir de la population, de la société civile, de l'Église, mais c'est une motivation de plus pour amener la solution. Je suis un athlète, je suis un peu semi-professionnel. C'est quand vous avez un peu peur que vous êtes encore plus déterminé. Ce n'est pas la peur parce que vous êtes faible. Non, ça n'a rien à voir. Au fond, je pense que ces débats, j'ai dit c'était pour expliquer comment nous tous nous avons peur. J'ai dit même le président. Ça va, on a peur parce que la plupart des fois, on ne comprend pas c'est quoi. Et on a parfois des commentaires qui sont en grande partie d'une façon partisane. Je demanderai à toute la République de ne pas suivre les expériences et les expertises dont on n'a pas besoin. Je vous ai dit que ce livre-là va sortir bientôt. Nous avons des expertises qui ont tué cette nation depuis 1960. Et si vous continuez à écouter ces expertises, ça va, et ces expériences, je pense que vous ne savez pas là où nous sommes en train de vouloir aller. C'est quoi une constitution, au fait? Une constitution, c'est juste une loi fondamentale, ça va, qui régule une société, un État, les fonctionnements, etc. C'est ça une constitution. Alors si je me pose une question qui n'est pas politique, s'il vous plaît, je pose une question d'abord comme quelqu'un de normal. Donc c'est une question sociale normale, sociale, économique, etc., même politique, puisque c'est la gestion de la cité. Ok, donc quelqu'un peut me dire ici que ça va en République démocratique du Congo. Ah, le président l'a dit, la justice est malade. Donc déjà 100% sûr que la justice, ça ne va pas. Ça va, au moins je prends ce que le président a dit, comme ça il n'y a pas de débat. Si vous voulez débattre sur ça, ça ne va engager que vous-même. Franchement, le président a dit la justice est malade et on a les états généraux, on espère qu'elle va sortir de cette maladie. Tout à fait. Le grand Constant Moutamba, les gens l'apprécient parce qu'il est décidé effectivement de tout faire pour y arriver avec le président de la République. Donc nous savons que nous sommes pratiquement avec une justice totalement malade. Moi, professeur docteur Dadi Saleh, je vous dis, notre économie est en coma, plus que la justice. Parce qu'on ne contrôle rien. Toutes les grandes entreprises appartiennent aux étrangers, que ce soit du côté aérien, ça va, comme on l'a dit, que ce soit du côté des supermarchés, que ce soit les banques, que ce soit tout. Au fond, nous contrôlons quoi? Économie par terre, globalement. Avec cette constitution qui existe. S'il vous plaît, c'est la raison pour laquelle je suis en train de dire, nous devons comprendre c'est quoi la constitution avant de faire un débat. Parce que je sens qu'apparemment, chacun fait un débat par rapport à je vais avoir raison. Vous comprenez? Chacun fait un débat par rapport à je vais avoir raison. Je suis désolé par rapport à notre co-débatteur. Vous savez, certaines personnes se sont dit non, la constitution est bonne puisque ça a permis de faire les élections. Mais c'est quoi ça?
La Constitution est bonne parce que ça a permis de faire les élections. Ces élections nous ont amenés où? Est-ce que la nation, ce sont les élections? Si je peux reprendre... oui, je suis direct, s'il vous plaît. Il dit, la Constitution nous a permis de faire des élections. Alors, d'installer Joseph Kabila, oui, deuxième mandat. Félix Tshisekedi, premier mandat, et puis deuxième mandat. Alors, monsieur les journalistes. Changer, c'est ça. Monsieur les journalistes. Voilà. Donc, pour ces amis que je respecte beaucoup, la finalité de la Constitution, c'est de faire des élections. La finalité de la Constitution n'est pas de réguler la société. Parce que pour moi, même les élections, c'est pour que la maman, ça va, de Kassongo, à mon village natal, puisse être capable de manger, puisse être sécurisée. C'est ça la finalité. Élection ou pas, c'est pas ça le vrai. C'est pas ce qu'on cherche. Qu'il n'y ait même pas élection, que nous puissions bien vivre, tant mieux. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, nous sommes un peu dans une analyse gênée, parce que vous m'avez posé la question. Nous sommes dans une analyse de peur où les gens ne veulent pas prendre le taureau par les cornes et se poser la vraie question où c'est quoi la société congolaise? Est-ce que nous avons même une société pour l'instant? Tout est extraverti. Je suis en train de faire ma troisième thèse et parmi les grands points, c'était expliquer la société. Une société qui existe. S'il vous plaît, la société... Un des points qui signifie sociétal, ça signifie en commun et des liaisons. Quand vous avez effectivement des gens qui vous touchent 200 000 $ et d'autres moins de 100 $, on se pose des questions s'il y a une société. Société, c'est-à-dire effectivement sociétal, ça appartient à tout le monde et il y a une distribution dans ce cadre-là. Donc oui, il y a une société, mais quel type de société? Est-ce que nous sommes contents par rapport à la société dans laquelle nous vivons? J'ai dit, le président lui-même l'a si bien dit. Ça va? Ou presque toutes les grandes entreprises appartiennent aux étrangers. Est-ce que ça c'est une société congolaise ou bien c'est une société libanaise et chinoise en République démocratique du Congo? C'est-à-dire effectivement que, non, ça c'est ma thèse, j'y reviendrai. Il faut comprendre c'est quoi la société. Vous pensez que la société congolaise, c'est où les Libanais, ou les Chinois, ou les Belges ont tout en République démocratique du Congo, sauf les Congolais. Et c'est ça la société congolaise. Non, nous avons la société étrangère en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que dans le fond, ça c'est sociologique, hein, c'est philosophique ce que je dis. C'est-à-dire qu'on doit comprendre c'est quoi une société. Quand tout le monde se permet d'expliquer quelque chose, il faut lui poser des questions. Quel est votre background? Notre société a une sorte de dysfonctionnement majeur, ça va? Et où c'est la raison pour laquelle nous avons demandé au président de faire une révolution politique, économique, culturelle. Sans révolution, nous tournons en rond parce que vous avez bien compris qu'on ne se pose même pas de vraies questions. À votre question directe, ce que je viens d'expliquer signifie tout simplement que nous devrions penser, ça va, à faire une loi fondamentale qui va faire nourrir le peuple congolais, qui va faire en sorte que les entreprises étrangères ne puissent pas être fortes en République démocratique du Congo. Et que ça doit protéger effectivement les Congolais à manger. Est-ce que vous avez compris que malheureusement, et l'église là où je suis, et tout le monde en général, nous sommes dans un autre débat. Parce que nous sommes totalement dans un débat où les gens se disent pas de troisième mandat. Ça va? Où exactement, là je suis d'accord avec mon co-débatteur, où le fond, ça va, de la Constitution n'est pas défini. Où le politicien se sont pris comme les petits dieux de la République, on pense qu'effectivement que la Constitution est bonne parce que quelqu'un a fait faire les élections. Ben, je suis d'accord avec cette attention-là, mais ce n'est pas une attention bien fondée. Parce que la loi mère pour le fonctionnement de la société, de l'organisation, dépend des agrégats les plus simples. Pyramide de Maslow. Est-ce que les Congolais mangent bien? Est-ce que les Congolais bénéficient de leurs richesses? Est-ce qu'effectivement on a les infrastructures comme on l'a? C'est ça, la vraie constitution dont on a besoin. Tant que nous aurons une société, ça va, déséquilibrée, toutes les constitutions que les gens sont en train de vanter d'être bonnes seront passibles pour moi des changements. Je le dis pourquoi? Parce que même quand nous disons que, ok, ce sont les individus, les leaderships, je suis tout à fait d'accord. Entre guillemets, quelqu'un dit une constitution est bonne, mais nous avons un mauvais leadership. Or, vous ne comprenez même pas que c'est dans la constitution, encore une fois, qu'on doit exiger un bon leadership. En mettant des textes encore plus rigoureux, pour que, d'une façon très claire. Un exemple. Vous savez très bien que les gens ont mis dans la Constitution un article où ils disent « Ok, le président reste en fonction jusqu'à ce que nous puissions avoir... » C'est quoi encore ça encore? J'ai vu mon co-débatteur est plus éloquent. Ça va? Jusqu'à ce que nous puissions avoir un autre président. Et un des présidents a fait 2 ans. Des rallonges, et les gens disent qu'il a respecté la Constitution. C'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Il a fait plus de 2 ans
illégalement là-bas, d'une façon qui ne marche pas. Donc, dans notre propre constitution, franchement, sans être partisan, les gens devaient faire des débats de fond. Et qu'on devait conseiller, je l'ai dit la fois passée, ça va. Dès qu'on politise un peu tout, vous avez bien compris que la constitution ne devait pas être un instrument d'abord politique. C'est un instrument politique, oui, la gestion de la cité, je suis d'accord, mais la constitution devait être un élément où chaque maman de Walikale peut se dire, à cause de la constitution, je peux bénéficier de mon coltan. À cause de la Constitution, je peux avoir des routes. À cause de la Constitution, ça va, l'IGF peut faire son travail et les voleurs doivent être arrêtés. Vous voyez un peu la partie là. Donc, pour moi, professeur Dr Dadi Saleh, il est plus que temps, en tant que panafricaniste, que nous puissions nous poser des questions de fond. Mais maintenant, la fois passée, je l'ai dit... Lorsque vous appelez oui. Le président de la République à la révolution politique, donc... Oui. Vous soutenez le changement de la Constitution. Je vous ai dit depuis très longtemps. Franchement, pour les gens qui pensent que tout le monde ne peut que se redire quand il veut pour des petits intérêts, ça fait plus de 10 ans que je demande que cette Constitution puisse être jetée. Ça va, dans le feu. Et que le peuple congolais puisse s'asseoir encore pour le refaire. Comment vous voulez que je puisse me dédier? D'accord avec... Ça va, pour que nous puissions, sans voir le président, parce que dès qu'on parle, je vous ai dit, je ne suis pas d'accord avec le troisième mandat. Ouais. C'est lui qui va me parler du troisième mandat, je ne suis pas du tout d'accord. Donc, toute tendance de troisième mandat, ce n'est pas possible, il ne faut même pas y penser. Donc, ça n'a rien à voir. Il faut qu'on reste un peu, qu'on s'élève. Ça va, on s'élève au-delà des individus, qu'on réfléchisse. Oui. Crispin, d'accord avec le professeur Dadi, il faut jeter cette constitution, il faut la brûler même. Bon, jeter, c'est autre chose, et je ne veux pas être tout de suite là catégorique, dire que non, il faut jeter tout simplement. Si nous la jetons aujourd'hui, mais demain et après-demain, en attendant que la constitution ou l'autre constitution, la nouvelle vienne, comment on va vivre? Alors, donc, nous sommes dans mais au moins, on peut la jeter. C'est une façon figurée, s'il vous plaît. Non, je vous comprends. Oui. Bon, moi, je ne partage pas ce point de vue-là, qu'il faut jeter. C'est comme si tous ceux qui ont fait ce travail-là, et le travail lui-même, ne vaut pas la peine. Mais il y en a qui pensent qu'elle a fait son temps. Cette constitution a fait son temps, il faut la changer. Ce qu'il faut retenir est que la constitution s'inscrit dans la logique d'une norme sociale. La norme sociale, elle est faite pour réguler le fonctionnement de la société. Cette norme sociale, elle peut naître, elle peut grandir, elle peut mourir au prorata de l'évolution des temps et de la société des circonstances. Donc, si aujourd'hui, on dit qu'on jette la Constitution, non, on change. Ou qu'on change. On la change. C'est-à-dire jeter et avoir une autre constitution. Une nouvelle constitution. Voilà. Là, ce n'est pas mauvaise. Mais alors, à ce moment-là, donner les éléments de langage. On est d'accord. Pourquoi on doit la jeter? Pourquoi il faut absolument une autre constitution? Et le professeur dit bien qu'on peut tout, sauf le nombre de mandats. C'est-à-dire nous sommes au 220, qui limite effectivement de manière catégorique le mandat du chef de l'État, la forme de l'État. Et s'il faut changer, est-ce que nous allons jusqu'à changer aujourd'hui la forme de l'État, passer d'une république à un royaume par exemple? Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous disons que de parler du changement, c'est bien de mettre sur la table la question de la révision. Et à ce moment-là, on cible les dispositions qui ne marchent pas, parce que ce n'est pas toute la Constitution qui est mauvaise. Ce ne sont pas toutes les dispositions qui sont mauvaises. Il y a des dispositions, bien sûr, qui sont mauvaises, que tout le monde reconnaît. Et notre faiblesse à nous, Congolais, politiques et scientifiques congolais, c'est de dire non pour ne pas avancer les raisons. C'est de défendre une chose et son contraire. Nous disons que dans la Constitution actuelle, il y a des dispositions qui demandent d'être modifiées, qui demandent même d'être changées, donc changer les dispositions. Le professeur, là, il soutient le changement, nous soutenons la révision, mais nous disons qu'on épingle
ces dispositions-là et qu'on les mette sur la table et qu'on voit comment reformuler les choses. Et à ce moment-là, je m'oppose du point de vue de l'opposition, qui se limite à dire non. Non, mais ça c'est non, parce que limité. Pour eux, Tshisekedi veut, c'est... Non, c'est jusque-là, Gustave, c'est un procès d'intention contre Tshisekedi. Parce qu'il n'a pas encore dit à Kisangani, il a été tout à fait clair. Il a dit la Constitution n'est pas bonne. Je crois avoir même fait un article là-dessus. Il a bien dit la Constitution n'est pas bonne. Et il a avancé que cette Constitution a été rédigée à l'étranger par des étrangers et qu'il y a nécessité de doter la République démocratique du Congo d'une Constitution réaliste, c'est-à-dire qui tienne compte des aspirations, du mode de vie, de la philosophie congolaise. C'est tout à fait normal. Mais c'est normal, alors, non? Oui, c'est normal. Mais vous souhaitez qu'on touche 3-4 articles, mais les chefs sont clairs. Oui, attention. Vous les soutenez, mais entre-temps aussi, vous êtes dans... Non, il faut quelques 2-3 articles. Oui, mais les chefs sont clairs qu'il faut réviser la Constitution, plutôt qu'il faut la changer. Cette maison ici, mais nous pouvons en changer la forme sans la descendre. Hein? Nous pouvons diviser ce studio ici à tant de labyrinthes, mais sans descendre la maison. Comme nous pouvons la descendre. Hein? Donc, oui, mais on peut le faire, mais si le poids qui sera peut-être réutilisé sur la maison ne convient pas, on doit changer. Non. Et d'ailleurs, moi je pense que le plus grand Rapidement, problème... il nous reste 3 minutes. Oh, seulement. Le plus grand problème, pour nous, Congolais, les textes, oui, parce que nous devons avoir des textes cohérents qui reprennent notre situation, notre mode de vie. C'est tout à fait normal, c'est là où je donne raison à Félix Tshisekedi, en termes de révision et en termes aussi du fait que les dispositions verrouillées, c'est-à-dire le 220 et autres, restent qu'on n'y bouge pas, qu'on n'y touche pas. Bienvenue, vous soutenez la révision, mais donc, parce qu'il y en a qui disent, lorsque vous changez la Constitution, donc vous changez de régime. Vous n'êtes pas d'accord avec les changements des régimes, apparemment. Lorsqu'on change toute la Constitution, on change de régime. On entre dans le quatrième régime, par exemple. Non, moi, je suis en train de penser d'appuyer la révision. J'appuie la révision, qu'on puisse changer ce qui ne marche pas, les articles qui posent problème, qu'on puisse les réviser et qu'on ne puisse pas changer le tout. Alors, tout, c'est pas mauvais. D'accord. Ali Malé, nous avons cette constitution depuis tout ce temps, mais rien ne change. Le prof l'a dit au début de son intervention pour dire, mais si on pose la question aujourd'hui, est-ce que ça va? C'est difficile de dire oui, ça va. Mais lorsque, quand ça ne va pas là, il y a cette constitution qui existe. Moi, je prends la question du professeur pour autre usage. Les professeurs se posent la question de savoir, est-ce que ça va? En général, la réponse est négative. Ça ne va pas. Donc, si ça ne va pas, ce n'est pas le moment de penser au changement de la Constitution. Pourquoi? Parce que j'estime que le moment n'est pas opportun. Le pays est menacé. Nous parlons de la guerre. Et c'est très sérieux. Nous ne vivons pas la réalité de l'Est du pays à chaque instant. Il y a des gens qui meurent à chaque instant. Maintenant que nous sommes sur ces plateaux, ça crépite ça et là. Est-ce que la priorité doit être l'intégrité nationale ou les changements de la Constitution, encore moins la révision? Donc, c'est vrai, le problème est posé, mais moi je dis, pour conclure, cette préoccupation, le président lui-même a dit que ce n'est pas urgent. Il est clair, ce n'est pas urgent, ce n'est pas aujourd'hui, et c'est en 2025, il va prendre une ordonnance pour nommer une commission avec toutes les disciplines. Je crois que
Hein, quand le président ne dit pas « Iketunung » et nous devons changer, changeons. Non, les débats prenez continuent. le temps. Les politiques ont leur façon de lancer les ballons d'essai. On sait comment ça se passe. Mais dans tous les cas, en gros, les vrais problèmes congolais, ce n'est pas la Constitution. Selon moi, le vrai problème congolais, c'est l'homme congolais. Parce qu'on peut lui donner la meilleure constitution du monde. Les constitutionnalistes le disent, hein, il n'y a pas une constitution parfaite. Même si on l'a trouvée, qu'on la mettait à la disposition de la nation congolaise, ça ne marcherait pas. Parce que les problèmes congolais, c'est d'abord dans la tête. Alors l'homme congolais doit d'abord changer. Vous rejoignez les professeurs. Je rejoins un aspect du professeur et non les changements de la Constitution. Il y a cette Constitution qui a trop de failles, qui ne permet pas qu'on soit encore plus rigoureux. Donc, vous lui donnez raison qu'il faut changer la Constitution pour mettre des dispositions rigoureuses qui peuvent transformer l'homme congolais. Je n'ai pas soutenu le changement. Je soutiens plutôt l'évaluation du vrai problème et ça doit être un débat lancé de manière indépendante. C'est-à-dire ce n'est pas un clan politique qui dit « nous allons ». Non, non. Associer les gens, discutez-en, dégager les faiblesses et proposer des remèdes. Mais quand c'est l'affaire d'un clan, ça fait peur. Alors, professeur, on termine avec vous. 30 secondes, l'émission est finie. Je pense, nous l'avons dit, ça c'est loin d'être une priorité, comme mon co-débatteur vient de le dire. La priorité serait, vous voyez un peu cette vigueur que je sens dans l'opposition, dans l'Église catholique, que j'aime beaucoup, et dans tout le monde. Pourquoi cette vigueur n'est pas dans l'application de l'article 63 de la Constitution avec la réserve armée de la défense, comme mon co-débatteur vient de le dire. Je trouve franchement une très mauvaise classe politique, un leadership tellement faible que moi ça me fait peur. Tout le monde est debout. Tout le monde est debout parfois pour l'inutile. Excusez-moi, je vous ai dit franchement l'histoire de la Constitution, je suis tout à fait d'accord, cher co-débatteur, elle est loin d'être une urgence, vous avez dit, le président l'a si bien dit, mais oui, mais au même moment, il crée une confusion. On devait être concentré à l'article 63. Cher Moïse Katumbi, cher Fayoulou, chère Église catholique, cher tout leader que nous sommes, concentrons-nous à l'article 63, battons-nous. Parce qu'on doit libérer cette nation avant de parler de la Constitution. Je l'ai dit, là, ils sont en train de prendre Walikale. Bientôt, c'est Kisangani et bientôt, c'est Kinshasa. C'est-à-dire que toute histoire de la Constitution ne va même pas exister. Vous n'allez même plus parler de la Constitution ni d'aucun article de la Constitution. Alors, qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes en tant qu'intellectuels, en tant que leader? Je veux bien qu'on puisse parler de ça, mais c'est vraiment un débat qui n'a pas son pesant d'or pour l'instant. Je vous ai dit, je suis tout à fait d'accord avec le fond qu'il faut changer. Il faut totalement enlever cette constitution et les têtes congolaises, on récupérera 2-3 articles s'il le faut. Je vous assure, nous en sommes capables. Tous les gens qui sont en train de se vanter d'avoir constitué cette constitution, merci, vantez-vous très bien, mais je ne sais pas ça a servi à quoi, s'il vous plaît. Voilà. Ça n'a pas servi à grand-chose. Merci. Concentrons-nous sur l'article 63. Battons-nous, libérons la nation, nous serons libres de discuter maintenant Constitution quand nous aurons libéré le pays. Merci beaucoup, professeur. On a fini pour aujourd'hui. Merci à Crispin Longomba. Merci beaucoup. Merci, bienvenue Kaïba. Merci Ali Malé. Merci, professeur. Merci à toute l'équipe technique pour un bon travail réalisé ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis et la suite au prochain numéro ce jeudi. Au revoir. On peut se saluer? Ouais, plaisir. Merci. Merci. Hein.